Il y a des maisons, construites il y a plus de 2000 ans, qui restent fraîches en plein désert, sans électricité, sans climatiseur, sans le moindre ventilateur. Aujourd'hui, avec toute notre technologie, nous construisons des bâtiments qui deviennent des fournaises dès que le soleil se lève. C'est comment est-ce possible? Comment avons-nous perdu un savoir que nos ancêtres maîtrisaient parfaitement? La réponse est plus dérangeante qu'on ne l'imagine, et elle a beaucoup à voir avec l'argent. Pendant des millénaires, les bâtisseurs n'avaient pas le choix. Pas d'électricité, pas de moteur, pas de fluide frigorigène, alors ils ont appris à travailler avec la nature plutôt que contre elle. Épaisseur des murs, orientation des fenêtres, circulation de l'air, ombre calculée au degré près, chaque détail avait un rôle. Ces techniques fonctionnaient. Elles fonctionnaient si bien que certaines civilisations ont bâti des villes entières capables de survivre à des étés à 45 degrés. Puis, en quelques décennies seulement, tout ce savoir a disparu des chantiers modernes. Ce n'est pas parce qu'il ne marchait plus, c'est parce qu'une nouvelle industrie avait besoin qu'on l'oublie. Remontons en Perse antique, il y a environ 2500 ans. Dans les régions arides de l'actuel Iran, les habitants construisaient des tours appelées bajir, des capteurs de vent. Ces structures attrapaient l'air en hauteur, le faisaient descendre à travers des couloirs frais, souvent au-dessus de bassins d'eau, et le redistribuaient dans toute la maison. Résultat, une baisse de température pouvant atteindre 15 degrés sans aucune énergie extérieure. En Égypte, en Mésopotamie, puis plus tard en Andalousie avec l'architecture mauresque, des principes similaires apparaissent. Des cours intérieures ombragées, des fontaines placées stratégiquement, des murs épais en terre crue qui absorbent la chaleur le jour et la relâchent lentement la nuit. Ce n'était pas de la décoration, c'était de l'ingénierie thermique, développée par essais et erreurs, transmise de génération en génération. Ces savoirs ont voyagé. Ils sont arrivés en Europe méridionale, en Afrique du Nord, en Asie centrale, adaptés à chaque climat local. Pendant des siècles, construire une maison fraîche n'était pas un luxe. C'était une nécessité de survie. Mais un événement, au XXe siècle, allait tout changer. En 1902, un jeune ingénieur américain nommé Willis Carrier met au point le premier système de climatisation mécanique moderne à New York. Son objectif initial n'est même pas le confort humain. IL veut contrôler l'humidité dans une imprimerie pour éviter que le papier ne gondole. Mais très vite, l'industrie comprend le potentiel commercial de son invention. Dans les années 1920 et 1930, la climatisation s'installe d'abord dans les cinémas, où elle devient un argument marketing à part entière. Les gens viennent autant pour la fraîcheur que pour le film. Puis elle atteint les bureaux, les usines et progressivement les foyers américains. Après la Seconde Guerre mondiale, un boom immobilier sans précédent frappe les États-Unis. Des millions de maisons doivent être construites, vite et à bas coût. Et c'est là que le tournant se produit. Pourquoi dépenser plus pour orienter une maison correctement, épaissir ses murs ou calculer l'ombre des avant-toits, quand un climatiseur peut compenser n'importe quelle erreur de conception? Les promoteurs immobiliers l'ont compris immédiatement. La climatisation permettait de construire n'importe où, n'importe comment, plus vite et moins cher. Des villes entières sont alors bâties dans des zones auparavant jugées inhabitables en été, comme Phoenix en Arizona ou Houston au Texas. Sans climatisation, ces métropoles n'existeraient tout simplement pas sous leur forme actuelle. Mais ce succès cache un problème qui va mettre des décennies à apparaître au grand jour. Pendant que l'Amérique climatise massivement, l'industrie du bâtiment abandonne peu à peu l'architecture bioclimatique. Les écoles d'architecture réduisent l'enseignement de ces principes anciens. Pourquoi enseigner l'orientation optimale d'un bâtiment quand un simple bouton règle le problème? En une génération à peine, un savoir vieux de plusieurs millénaires devient presque folklorique, relégué aux pays pauvres qui n'ont pas les moyens de climatiser. Dans les années 1970, la première crise pétrolière fait exploser le prix de l'énergie. Soudain, ces maisons totalement dépendantes de la climatisation deviennent extrêmement coûteuses à faire fonctionner. Certains architectes tentent alors un retour en arrière, en repensant des bâtiments passifs. Mais l'industrie de la climatisation, déjà immense et puissante, a tout intérêt à ce que cette tendance ne prenne pas. Le moment où ce savoir aurait pu renaître est aussi celui où il a été le plus efficacement étouffé. Le vrai problème n'est pas seulement culturel, il est aussi structurel. Une maison conçue pour dépendre de la climatisation n'est physiquement plus capable de se refroidir seule. Fenêtres orientées sans considération du soleil, absence d'inertie thermique dans les murs légers, ventilation naturelle totalement négligée. Ces bâtiments ne sont pas juste inconfortables sans climatiseur, ils deviennent de véritables pièges à chaleur. Sur le plan économique, la climatisation représente aujourd'hui une industrie mondiale pesant plusieurs centaines de milliards de dollars par an.
Chaque acteur de cette chaîne, des fabricants d'appareils aux compagnies d'électricité, profite directement du fait que les bâtiments modernes ne peuvent plus se passer d'un système mécanique. Réintroduire l'architecture passive à grande échelle menacerait directement ce modèle économique. Il y a aussi un facteur réglementaire. Dans de nombreux pays, les normes de construction se sont développées en supposant la présence quasi systématique d'un système de climatisation ou de chauffage mécanique. Cela a rendu plus complexe, sur le plan administratif, la construction de bâtiments pensés uniquement autour de solutions passives. Le système entier, des normes aux habitudes des professionnels, s'est reconstruit autour de la machine plutôt qu'autour du climat. Enfin, il y a un paradoxe cruel que peu de gens connaissent. Plus on climatise les villes, plus on les réchauffe. Les climatiseurs rejettent la chaleur qu'ils extraient des intérieurs directement dans les rues. Dans certaines mégapoles, cet effet peut ajouter plusieurs degrés à la température urbaine ambiante, obligeant encore plus de bâtiments à climatiser pour compenser. Un cercle vicieux entièrement créé par l'abandon des principes que nos ancêtres maîtrisaient. Pourtant, tout n'a pas disparu. Dans certaines régions du Moyen-Orient et d'Asie centrale, les tours à vent traditionnelles n'ont jamais complètement cessé d'être utilisées, et elles connaissent aujourd'hui un regain d'intérêt. Les architectes contemporains les réintègrent dans des projets modernes, notamment aux Émirats arabes unis, où certains quartiers combinent technologie actuelle et sagesse ancienne. Le concept de maison passive, popularisé en Allemagne à la fin des années 1980 sous le nom de Passive House, s'appuie sur des principes très proches de ceux utilisés il y a des siècles. Isolation performante, orientation intelligente, gestion naturelle de la ventilation. Ces bâtiments consomment aujourd'hui jusqu'à 90% d'énergie en moins que des constructions classiques pour le chauffage et le refroidissement. De nombreux architectes redécouvrent également l'inertie thermique de la terre crue, du pisé ou des matériaux biosourcés, longtemps abandonnés au profit du béton et du verre. Le changement climatique, avec des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et des réseaux électriques mis sous tension, pousse même certains gouvernements à revoir leurs normes de construction pour favoriser à nouveau ces approches passives. Ce savoir ancien n'a donc jamais réellement disparu. Il a simplement été mis de côté pendant environ un siècle, le temps qu'une industrie entière se construise sur son oubli. Nos ancêtres ont bâti des maisons capables de survivre aux étés les plus brutaux, sans électricité, sans machines, sans aucune dépendance extérieure. Il nous a fallu à peine 100 ans pour oublier ce savoir, et il nous faudra peut-être bien plus longtemps pour le retrouver complètement. Alors la vraie question n'est peut-être pas de savoir pourquoi nous avons arrêté de construire des maisons qui se refroidissent seules. La vraie question, c'est de savoir combien de temps encore nous pourrons nous permettre de continuer à l'ignorer.